C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce rebondissement judiciaire en République démocratique du Congo. La Cour de cassation a annulé la condamnation à 13 ans de prison de Vital Kamerhe. L'affaire qui vise l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi a été renvoyée et sera de nouveau jugée. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Ces manifestations contre le président tunisien, des milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre de Tunis dimanche pour protester contre la dissolution du Parlement par Kais Saied. Les détails dans ce journal. À la fin de cette édition, nous irons en Libye à la découverte d'un métier très sollicité en ce mois de Ramadan. Les restaurateurs de Coran, leurs ateliers sont pris d'assaut par des clients qui souhaitent restaurer un Coran hérité d'un grand-père. On commence donc par ce nouveau rebondissement dans l'affaire Vital Kamerhe en République démocratique du Congo. La Cour de cassation a annulé ce lundi l'arrêt de la Cour d'appel qui avait condamné en juin dernier l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi à 13 ans de prison. L'affaire sera de nouveau jugée. La correspondance à Kinshasa de Clément Bonneau. Pour motiver sa décision, la Cour de cassation a évoqué une violation du droit de la défense. Elle estime que la Cour d'appel aurait dû citer le prévenu, c'est-à-dire le convoquer formellement, alors qu'il n'a reçu en réalité qu'une simple notification de la date d'audience. L'affaire a donc été renvoyée devant la Cour d'appel, qui sera composée de nouveaux juges pour rejuger l'affaire sur le fond. Dans un communiqué, les soutiens de Vital Kamerhe saluent ce lundi une victoire de la justice et espèrent désormais un acquittement. Pour rappel, l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi est poursuivi pour le détournement de fonds publics dans le cadre du programme présidentiel dit des 100 jours. Il s'agit de fonds destinés notamment à la construction de logements pour les militaires et les policiers. Vital Kamerhe avait été condamné en première instance à 20 ans de prison, une peine qui avait ensuite été réduite en appel à 13 ans de réclusion en juin dernier. Et en décembre, Vital Kamerhe avait bénéficié d'une remise en liberté provisoire pour raison de santé. Il se trouve d'ailleurs toujours en France où il reçoit des soins médicaux. L'ancien ministre nigérien de l'Intérieur, Ousmane Cissé, a été écroué vendredi après avoir été accusé d'être impliqué dans 2 tentatives de coup d'État présumées en 2021 et 2022. Les détails avec Carole Gérard. D'après plusieurs sources militaires, l'ex-ambassadeur pourrait rester dans la prison de Birnin Gaouré d'ici la tenue de son procès. Il rejoindra en détention le lieutenant Abdraman Mo, mais aussi le capitaine Gourouza, tous deux accusés d'avoir pris le commandement le 31 mars 2021 d'un bataillon de soldats qui se sont attaqués au palais présidentiel. C'est donc la justice militaire, le tribunal militaire qui statuera sur l'avenir des 3 accusés. En attendant, l'enquête continue. Cissé Ousmane Ibrahim, ancien ministre de l'Intérieur de 2010 à 2011, ne s'est pour l'instant pas exprimé publiquement, son avocat non plus. Cette arrestation, elle intervient quelques jours après, à peine après la date anniversaire de l'investiture de l'actuel président nigérien Mohamed Bazoum. À ce jour, plusieurs militaires qui pourraient être impliqués dans cette tentative de coup d'État l'année dernière sont encore recherchés. En Tunisie, plus d'1 millier de manifestants se sont rassemblés au centre de Tunis pour protester contre le président Kais Saied qui a récemment dissous le Parlement. Une majorité de ces manifestants étaient des partisans du parti islamiste Ennahda. Laurent Berstécher. En plein cœur de la capitale, des milliers de Tunisiens se sont à nouveau mobilisés ce dimanche pour dénoncer les dérives autoritaires de leur président. Kais Saied s'est trahi lui-même. Il a trahi le peuple et la Constitution qu'il avait promis de respecter. Le 31 mars dernier, Kais Saied avait annoncé la dissolution du Parlement tunisien, déjà suspendu depuis juillet. Et quelques jours plus tard, plusieurs membres de l'opposition, dont le chef du parti islamiste Ennahda, étaient entendus par la justice sur leur rôle présumé dans un complot contre l'État. Mais pour ses adversaires, ce sont les attaques répétées de Kais Saied contre les institutions parlementaires qui mettent en péril la démocratie tunisienne. Nombre de Tunisiens lui reprochent également son incapacité à sortir le pays d'une crise économique de plus en plus sévère. Une crise politique qui s'accentue, qui s'enracine et qui pèse lourd sur l'économie tunisienne, sur les finances, sur le quotidien des Tunisiens. Le pays va de plus en plus mal.
Samedi, le chef de l'État avait affirmé que des élections législatives prévues en décembre permettraient la formation d'un nouveau Parlement reflétant la volonté du peuple. Mais ces annonces n'ont pas convaincu l'opposition, qui demande un scrutin dans les 3 mois à venir, comme le prévoit la constitution tunisienne. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, cette annonce de l'Union européenne ce lundi, l'UE a décidé d'arrêter ses missions de formation et d'entraînement de l'armée malienne et de la garde nationale. Le chef de la diplomatie européenne a toutefois précisé que l'UE restait présente au Sahel et se déploiera dans les pays voisins. La question du Sahara occidental. Les indépendantistes du Front Polisario vont annoncer dimanche rompre tout contact avec le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez après un revirement de Madrid le 18 mars dernier en faveur de la position marocaine. Jusqu'ici, l'Espagne affichait sa neutralité. Cet accord entre l'Italie et l'Algérie, le Premier ministre italien Mario Draghi était à Alger pour tenter de réduire la dépendance énergétique de son pays à la Russie. Un accord a été signé avec l'Algérie pour l'augmentation de ses exportations de gaz vers la péninsule. L'Algérie est le 2e fournisseur en gaz de l'Italie derrière la Russie. En République démocratique du Congo, les différents conflits ont fait depuis des années de nombreuses victimes civiles, mais pas que. Les animaux ont aussi payé un lourd tribut. Je vous emmène à Luiro, où le centre de réhabilitation des primates accueille une centaine de chimpanzés blessés par la guerre ou capturés par des braconniers. Nous sommes dans le parc national de Kahuzi-Biega, dans l'est de la République démocratique du Congo. 600 000 hectares de jungle situés entre 2 volcans éteints. Parmi la faune qui y habite, de nombreuses espèces de primates. Dans cette région du pays, l'insécurité, les conflits et le braconnage ont laissé des traces sur les singes. Des centaines d'entre eux ont été capturés et maltraités. Les rescapés se retrouvent désormais ici, dans le centre de réhabilitation des primates de Luiro. Des vétérinaires s'occupent de soigner les chimpanzés, gorilles et bonobos arrachés des griffes des braconniers. On essaie de mettre tous les moyens en place pour voir comment est-ce que d'abord on peut sauver la vie de l'animal. S'il s'agit de cas de blessures, un cas grave pareil, on peut voir d'abord premièrement comment arrêter l'hémorragie et puis anesthésier l'animal et le tirer et puis l'amener dans sa cage toujours. Les primates consomment chacun 6 kilos de nourriture par jour et les bébés sont nourris au biberon. Pour certains, le séjour ici est bénéfique, mais pour d'autres, les plaies et blessures sont trop importantes pour permettre une guérison complète. Les vétérinaires du centre font également état d'un manque de moyens. Il n'y a pas l'implication du gouvernement, disons à 100% dans la prise en charge du centre. Ce sont des efforts des personnes de bonne volonté qui essaient de voir comment protéger nos animaux qui sont très menacés. Plus d'une centaine de singes habitent dans le centre de Luiro, dans l'espoir d'un jour pouvoir les relâcher dans leur habitat naturel. Pour finir, je vous emmène en Libye découvrir un métier qui ne manque pas d'activité en ce moment, celui de restaurateur de Coran. Pendant le mois de Ramadan, leur travail est intense. De nombreux clients affluent dans leur atelier pour solliciter leur savoir-faire afin de conserver l'ouvrage souvent hérité de leur grand-père, Wassim Cornet. Dans cet atelier de Tripoli, c'est l'affluence des grands jours. Ici, des ouvriers s'attellent à la restauration d'anciens exemplaires du Coran. En Libye, la tradition est d'acheter un Coran avant le début du mois du Ramadan, mais certains préfèrent conserver de vieux exemplaires, souvent hérités de personnes qui leur sont chères. Le processus est minutieux. Les ouvrages les plus endommagés nécessitent plusieurs heures d'un travail d'orfèvre. Ils doivent être défaits, restaurés, puis reliés à nouveau. La main-d'œuvre est gratuite. L'atelier ne fait payer que les quelques euros du matériel utilisé. L'engouement est tel que le magasin organise de nombreux ateliers. Depuis 2008, plus de 1500 stagiaires s'y sont formés. En plus d'être un acte de générosité, c'est pour lui également un travail de mémoire. En 14 ans, près d'un demi-million d'exemplaires du Coran ont été restaurés ici. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena et merci à vous de nous avoir suivis.